Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à régler les problèmes de la dynamique via des méthodes énergétiques. Alors, évidemment, ça se fait dans un certain cadre. Donc d'abord, on va définir quelques outils, comme par exemple le travail. Le travail, c'est un outil en dynamique qui va nous être très utile pour résoudre. On va voir certaines propriétés qu'il faut absolument vérifier en fait avant sur notre système pour voir si on peut résoudre par de l'énergétique. Et ensuite, on verra quelques théorèmes en fait, qui peuvent nous permettre de simplifier encore plus l'étude, sachant que l'énergétique est déjà une des méthodes les plus simples pour résoudre les problèmes de dynamique. Donc, dans un premier temps, on va voir le travail. Le travail, c'est quelque chose d'assez facile à sentir, mais c'est assez difficile à définir. Donc, imaginons un objet qui soit en déplacement. Donc un objet qui se trouve là au début du mouvement, et puis il se déplace comme ça jusqu'à arriver à cet endroit. Donc, bon, on va considérer que cet objet est en mouvement rectiligne uniforme, par exemple, et qu'il y a une force, du coup, qui lui est appliquée. Une force qui est appliquée de cette façon sur lui. Et surtout, cette force, ce qui est important, c'est qu'elle est constante. Donc on a une force constante qui est appliquée sur cet objet. Tout au long du déplacement, on a la même force. Donc on retrouve cette même force à cet endroit-là. Voilà. Bon. Donc, on dit que le travail de la force F, donc ça c'est les définitions de base du travail, donc on a W. Par exemple, de la position A à la position B, on a WAB va être égal à la force F scalaire la longueur L. Donc ce qui se résume tout simplement dans notre problème, donc bien sûr si je prends L qui va être égal à cette distance entre les deux, entre l'endroit de départ et l'endroit d'arrivée, donc F scalaire L, finalement ça va être égal à F multiplié par L. Dans le cas présent, il faut bien sûr voir qu'on avait prévu un déplacement dans ce sens-là, et il se trouve que la force est appliquée dans le sens opposé. Donc cette force va travailler de façon négative en fait, sur le déplacement de notre objet, ce qui induit la présence d'un signe moins. Okay, ce signe moins est directement issu du produit scalaire. Évidemment, on peut généraliser cette formule. On peut généraliser cette formule à l'application d'une force F quelconque. Si on prend deux objets, voilà, comme au-dessus, on va dire que c'est le même objet qui s'est déplacé d'une longueur L. Mais cette fois, la force qui était appliquée sur cet objet était dans cette direction. Toujours aussi constante, mais dans une direction quelconque. Une direction dont on va dire qu'elle forme un angle alpha avec la trajectoire de cet objet, donc avec la longueur L. Donc ici, si on veut recalculer le travail, on va utiliser exactement le même outil, à savoir un produit scalaire. On va faire F scalaire L. Et cette fois, l'angle alpha va être un paramètre déterminant, car dans le produit scalaire, ce résultat donne F L cos alpha. Donc on voit que cette formule-là est aussi valable ici, car ici, alpha va valoir 180 degrés, et le cos de 180 degrés sera égal à moins 1. Donc voilà, ça c'est pour voir, pour sentir ce qu'est le travail. Mais dans la pratique, la force F, eh bien, elle n'est pas toujours constante. Et pourtant, il va falloir qu'on puisse définir quand même cette notion de travail. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer des déplacements assez petits pour lesquels la force F est à peu près constante. Donc, un de ces déplacements, par exemple, est le déplacement dl. Ce déplacement dl va subir, pendant tout ce déplacement dl, notre objet va subir l'application d'une force F qui est dans cette direction, par exemple. Alors que ici, par exemple, la force F était comme ça. Et là, la force F va être dans cette direction.
Donc ça va être très difficile de définir le travail de cette force F en fait, sur tout le déplacement. Donc considérons ici toujours une grandeur grand L. Ce qu'on peut dire, c'est que le travail de A à B, donc toujours avec A et B, le travail de A à B de cette force F, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la somme, en fait, des travaux sur tous les intervalles. Donc bon, les travaux sur tous les intervalles, en fait, ça se résume par F, donc qui va dépendre de l'endroit où on se trouve. Donc ce qu'on peut dire, c'est F qui va dépendre, par exemple, si on note cet axe, l'axe des X, notre F va dépendre donc de notre abscisse, F de X, multiplié par le petit intervalle ici qu'on appelle DL, qu'on peut appeler DX par exemple. Donc fois DX. Mais le symbole somme ici ne nous satisfait pas, parce que ce qu'on veut, c'est que la force soit constante sur l'intervalle. Et pour ça, il faut prendre un intervalle très très petit. Donc on va décider, voilà, ça c'est une formulation très moyenne, c'est très moyen. Bon. Ce qu'on va décider, c'est d'inscrire ça sous une intégrale. On va dire que le travail ici, ça va être l'intégrale de A à B, autrement dit c'est une somme continue, une sommation continue, donc sur des petits intervalles de la force F, donc notre force F, scalaire, notre déplacement, donc ici F petit dx, et donc bien sûr, le souci ici, c'est qu'on a notre force x, notre force qui va dépendre de x, donc f de x scalaire dx qu'on oriente. Ici, c'est dx ex, mais bien sûr, bon, ce ne sera pas toujours le cas. Donc, cette formule-là va être la formule qu'on retient pour le travail. Alors, bon, pourquoi je vous parle du travail? Ça a tout à voir, en fait, avec la notion de force conservative. Donc, une force conservative, c'est une force, donc si je donne la définition que vous devez retenir de ce qu'est une force conservative, c'est une force qui ne dépend pas, dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le travail ne dépend pas du chemin suivi. Bon, alors on va essayer de comprendre d'où ça sort. On va essayer de comprendre d'où ça sort, parce que voilà, c'est un petit peu abstrait. En fait, c'est une force qui ne va pas vraiment apporter, qui n'apportera pas d'énergie mécanique au système. Donc, définissons dans la foulée l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc, l'énergie cinétique, facile à définir, 1,5 de mv carré. Quel que soit notre objet, son énergie cinétique, ce sera 1,5 de mv carré, évidemment en mécanique du poids. Et l'énergie potentielle, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle? Eh bien, l'énergie potentielle, c'est le travail potentiel que peut apporter cette force à notre objet. D'où l'intérêt de dire que ce travail ne dépend pas du chemin suivi. Car s'il dépendait du chemin suivi, eh bien, l'énergie potentielle ne serait pas unique. On ne pourrait pas la définir d'une seule façon. Alors, peut-être que ce n'est pas très clair. Voyons quelques-unes des expressions d'énergie potentielle. Alors, bon, une force conservative qui est assez naturelle, donc peut-être que cette définition est encore un peu trop abstraite pour que vous ayez pensé tout de suite au poids, et pourtant le poids est une force qu'on va pouvoir dénominer donc, de conservative. Donc, le poids
Donc on va se faire on va essayer de prouver tout ce qu'on avance. Quelle énergie potentielle on pourrait définir au poids, en fait, pour montrer que c'est une énergie conservative. Alors, eh bien, on va écrire que moins la dérivée, donc le poids, on sait que le poids s'exprime mg vers le bas. Donc, si je définis mon repère d'axe ici, je place mon axe EZ vers le haut, et donc le poids s'exprime moins mg EZ. Donc on va essayer de définir une énergie potentielle selon Z, c'est-à-dire l'énergie en fait que peut apporter le poids au système. Ce sera une énergie donc, qui va être emmagasinée par le système au fur et à mesure qu'il va descendre. Donc cette énergie potentielle, donc je pense que vous savez combien vaut cette énergie potentielle, elle vaut mgz. Alors d'où est-ce que ça sort? Ce qu'on fait pour savoir comment on exprime l'énergie potentielle, on va essayer de redémontrer cette relation. On sait que le poids est selon EZ, donc ce qu'on va appliquer, c'est l'opérateur gradient. Donc on dit moins gradient de l'énergie potentielle, donc on suppose qu'elle existe, moins le gradient de l'énergie potentielle va être égal au poids, moins mg. Et alors, l'opérateur gradient, en fait, c'est un opérateur de pente. On va chercher à savoir, c'est un opérateur dérivé. Voilà. Donc la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la pente, bon, on sait qu'elle va être, c'est la verticale ici, le vecteur d'application du poids. Donc on va écrire moins la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à Z va être égale à moins mg. Ce qui nous donne tout naturellement que l'énergie potentielle est égale à mgz, juste en intégrant. Donc voilà pour le poids. L'application de l'opérateur gradient est encore un petit peu compliquée. Il faut juste voir ça comme une dérivée par rapport à la grandeur d'application, enfin la direction d'application du poids. Donc on va faire pareil pour un ressort, pour vous montrer que voilà, on peut la définir pour plusieurs systèmes. Donc la force donc, de rappel, elle est conservative aussi. La force de rappel est conservative. Alors, cette fois, on va pas l'écrire directement, on va montrer, on va faire la démonstration, on va voir que ça marche très très bien. Alors, cette force de rappel, Fr va être égale à moins Kx en prenant Ex, donc l'axe horizontal. Voilà, prenant Ex ici, l'axe horizontal. Cette force, eh bien, on va exactement définir l'énergie potentielle de la même façon que, que pour le poids. Donc ici, on va faire moins le gradient de l'énergie potentielle, donc d'une autre énergie potentielle qui sera associée au ressort, moins ce gradient va être égal à la force en question, moins Kx. X. Cette fois, on va intégrer par rapport à quelle variable? Là, je pense que vous l'avez deviné, on intègre évidemment par rapport à x et pas par rapport à z, vu que l'application se fait par rapport à x ici. Et ça va être égal à moins kx. Voilà, on simplifie, on intègre. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on intègre par rapport à x. Là, on a la grandeur. L'intégrale de x, c'est 1,5 de x carré, donc on se retrouve avec une énergie potentielle, dans le cas du ressort, qui va être égale à 1,5 de kx au carré. Voilà, on a démontré ça proprement. Alors maintenant, on va essayer de mettre en place une résolution de problème à partir de cette énergie potentielle. Parce que bon, tous ces calculs pour rien, ce serait quand même un peu dommage. Alors voilà, mettons ça en application. Donc comme résolution, ce que je vous propose de faire, c'est de faire le ressort. Donc, comment on s'y prend en énergétique? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que quand on applique le PFD. Alors, première remarque qu'on peut faire, c'est l'énergie mécanique se conserve. Alors pourquoi?
Pourquoi l'énergie mécanique se conserve? Pour deux raisons. Déjà, la force de rappel est conservative. Et puis, la seule force appliquée au système est la force de rappel. Donc voilà, on va travailler donc dans, on va travailler dans un système dit conservatif. Donc, faisons un petit schéma, histoire voilà, de bien comprendre ce qui se passe. Donc cet objet, il est astreint à se déplacer selon EX. On va noter ici une force de rappel. Donc appliquée à cet endroit-là. On peut définir deux autres forces qui ne travaillent pas dans notre problème, à savoir la force normale ici et le poids ici. Donc N et Mg ne travaillent pas. Autrement dit, on ne va pas les considérer dans notre étude énergétique. D'accord? Et donc seule la force de rappel ici va nous intéresser dans l'étude énergétique. Donc maintenant, passons à la résolution pure et dure du problème. On sort notre équation de toujours. Variation d'énergie mécanique est égale à 0. L'énergie mécanique se conserve, l'énergie potentielle est intégralement transférée en énergie cinétique. On peut aussi l'écrire, donc là c'est dans un cas général, écrivons-la par rapport à la variable temporelle. On peut écrire que la variation d'énergie mécanique par rapport au temps est nulle. Que vaut la variation d'énergie mécanique? L'opération de dérivation étant linéaire, on peut très bien écrire que c'est égal à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle. Et ça, si je simplifie, l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv carré. « 1,5 de mv carré. Donc là, il y a un petit... on va faire le petit calcul pour l'énergie cinétique. Donc 1,5 de mv carré dérivé par rapport au temps. On peut écrire 1,5 de m dérivé de v carré par rapport au temps. Et là, une petite formule utile que vous connaissez sûrement déjà, mais je la réécris. La dérivée de v carré par rapport au temps, je précise que v dépend du temps, hein, c'est une fonction du temps quand même, la vitesse. Eh bien, la dérivée de ça, ça fait 2 fois v dv sur dt. Donc ce sera vrai pour toutes les fonctions qui dépendent du temps. Autrement dit, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, ça va être égal à 2v avec le 1,5, on simplifie, ça fait mv dv sur dt. La variation d'énergie potentielle par rapport au temps, donc là on se rappelle bien que l'énergie potentielle 1,5 de kx carré, on travaille sur des ressorts, hein. Donc on va appliquer la même petite formule ici, mais pour x. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner kx dx sur dt. Or, la vitesse de notre mobile, vu qu'il est astreint à se déplacer que selon l'axe EX, la vitesse, c'est égal à dx sur dt. Donc on ne va pas considérer ici la solution de vitesse nulle, et on va pouvoir simplifier dans notre équation, ce qui va nous donner l'équation m dv sur dt plus k fois x égale 0. dv sur dt, sachant que v est égal à dx sur dt, je peux le simplifier en m, x point point, qui signifie x dérivé 2 fois par rapport au temps, plus kx égale 0, et même
x point point plus k sur mx égale 0. Et cette équation est particulièrement importante car c'est une équation d'oscillateur harmonique. On retombe bien sur le même résultat que quand on fait toute l'étude via les lois de Newton. Donc pour conclure maintenant sur cette épopée énergétique, parlons quand même de deux théorèmes qui peuvent être utiles pour résoudre des problèmes énergétiques. Donc vous utiliserez en fait ces théorèmes en fonction des données de l'énoncé. Pour leur sort, ce n'était pas la peine, mais voilà, ce sont deux théorèmes qui peuvent servir. Donc le théorème de l'énergie cinétique, très important, qui dit que la variation d'énergie cinétique entre deux instants, donc par exemple E cinétique finale moins E cinétique initiale, c'est tout simplement égal à la somme des travaux des forces extérieures. Extérieures, bien sûr, parce que les forces intérieures n'influencent pas l'énergie cinétique du système. Et le deuxième théorème important à connaître, c'est le théorème de la puissance cinétique. Donc une lettre, mais ce sont deux théorèmes qui sont très différents. Le théorème de la puissance cinétique dit simplement que la variation d'énergie cinétique par rapport au temps est égale à la somme des puissances des forces extérieures. Donc je ne les démontre pas. Tout ça, ce sera disponible sur Dépoli. Mais je précise quand même une petite remarque. La puissance, c'est égal à la dérivée du travail par rapport au temps. La puissance d'une force est la dérivée du travail de cette même force par rapport au temps. Donc voilà, avec ça, normalement, vous devriez être à l'aise en énergétique. Vous avez vu, hein, les méthodes, donc il y a un petit peu de théorie éventuellement, qui est un petit peu compliqué, mais vous voyez que les méthodes sont très abordables et qu'elles permettent une résolution assez aisée de tous les problèmes. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.